Bonsoir tout le monde, bienvenue en fait à cette entrevue ce soir en fait, avec M. Richard Abel, notre grand pianiste québécois. Juste vous rappeler en fait que cet automne, j'ai changé un petit peu, si on veut, le type de présentation, de conférence qu'on fait pour intégrer aussi des entrevues, surtout entre autres avec des professionnels de différents domaines qui sont des collaborateurs du blog de Vitali, ce qui vous permet de connaître en fait des pratiques de certains spécialistes qui collaborent au blog, mais aussi bon, dans des domaines vraiment variés. On a eu un psychologue au début de la saison cet automne, après ça un pharmacien, on a eu un naturopathe, un docteur de médecine fonctionnelle. On va avoir un autre psychologue, en fait, de la médecine fonctionnelle aussi, très bientôt. Et on va terminer avec un kinésiologue aussi formé en médecine fonctionnelle. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Mais ce soir, j'ai eu l'idée, en fait, d'inviter M. Abel, qui est un proche collaborateur à moi. Vous savez, on a fait des émissions de télévision ensemble, on a donné des conférences, c'est un ami personnel. J'ai pensé que ce serait une très bonne idée de vous présenter l'homme derrière le pianiste en même temps, juste pour faire une petite introduction, là, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une carrière. C'est ce qu'on va discuter à soir, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Il a eu vraiment une très grande carrière qui n'est pas terminée non plus. On a des belles choses à annoncer. Euh, donc, il a vendu plus d'1 million d'albums, 5 disques d'or, 2 disques platine, 5 Félix dans la catégorie meilleur album instrumental de l'année. Il a performé dans toutes les grandes salles du Québec, dont le Centre Bell, entre autres, et la Place Belle. Il a réalisé un spécial télé d'1 heure pour le réseau de télévision américain PBS. Il a joué avec de grandes personnalités, pour de grandes personnalités, en fait, dont le prince Philippe, le premier ministre Brian Mulroney, que vous avez très certainement connu, le président du Costa Rica, la présidente de l'Islande, la gouverneure générale du Canada, Jeanne Sauvé, et plusieurs autres. Je vais en mentionner d'autres, en fait, ce soir aussi, durant notre discussion. Il est également le co-auteur, en fait, de sa biographie qui a été écrite en collaboration avec Denis Martin Chabot, un ex-journaliste de Radio-Canada que j'ai eu la chance de connaître moi aussi, en fait, durant les salons du livre un peu partout au Québec. Donc, on va en parler, bien sûr, ce soir, en fait, de la biographie, parce que on va parler de la vie, en fait, de M. Abel, de sa carrière, mais aussi, en fait, avant même sa carrière, comment ça a débuté. Donc, en fait, ça me fait grandement plaisir de vous présenter un ami, en fait, qui m'est très cher. Puis débutons tout de suite, Richard, en fait, par un élément que j'ai trouvé justement très, très touchant de ta biographie, qu'on a parlé beaucoup ensemble. Ben, si tu me permets, Eric, d'abord, je Oui. dois te remercier parce que tu as mentionné tous les gens que tu as eus en entrevue et puis je suis bien différent de tous ceux-là. Je ne suis pas médecin ou psychologue et tout ça, donc on fait une espèce de petite parenthèse. Et puis, ben, je me sens honoré que tu aies pensé à moi puis de me faire découvrir à tes gens aussi. Je trouve ça bien le fun. Alors, merci de tout cœur. Ah, écoute, c'est une occasion. Je suis chanceux. Richard, je suis chanceux. Tu le sais, j'ai déjà. En fait, c'était quoi déjà que tu jouais la dernière fois? Je faisais la vaisselle à la maison, puis tu jouais du Beethoven ou. Oui, probablement. J'aime bien Chopin, Beethoven, oui. J'ai une chance extraordinaire de t'avoir comme ami. Ouais, Ceci dit, en fait, en débutant, un élément que je trouve bien intéressant puis qui nous rejoint beaucoup tous les deux, en fait, c'est que tu en parles, en fait, justement, dans ta biographie, c'est que tu as vécu une enfance difficile, tu le racontes dans ton livre. Et curieusement, ben justement, on vient toutes les deux d'un milieu très pauvre, en fait. Fait que débute-toi par ça, en fait, hein, parce que c'est vraiment un élément très, très important aussi de ton livre, tout de suite au début. Honnêtement, j'ai moi-même été très, très touché. Les 3 premiers chapitres, là, je vais te le dire, là, j'étais bouleversé. Je me disais, mon Dieu, ça se peut-tu? ouais. Effectivement, et je dis souvent en entrevue, depuis que le livre a été écrit, je n'ai pas été capable de le lire. Simplement raconter tout ce qui s'est passé au début de ma vie. J'ai assez pleuré devant le journaliste, que ça ne me tente pas de replonger là-dedans. Donc, mon livre, je ne l'ai jamais lu. Ceci dit, le livre n'est pas noir d'un bout à l'autre, mais évidemment, le début de ma vie a été très, très difficile. Même, je vous dis, très difficile avec un T majuscule. Et le journaliste a fait son travail de journaliste à Radio-Canada et puis il est allé interviewer les gens autour de moi pour corroborer mes dires. Euh, et je tenais à ça parce que j'ai lu malheureusement des biographies qui contenaient des faussetés. Je le sais parce que c'est des artistes que j'ai accompagnés. Je parle de Gilda, entre autres, ou je parle d'Alice Robbie. Alice était portée un peu en mettre épais, comme on dit. Tu sais, je me rappelle qu'un jour,
Alice me dit comme ça à tout bon point, elle dit, vous savez, M. Abel, vous parlez à une femme qui possède la moitié du Québec en terrain. Donc, déjà, la moitié de la ville de Québec en terrain, ça serait déjà impossible, la moitié du Québec en terrain. Alors, vous voyez ce genre de choses. Donc, lorsqu'elle parle à beurre épais. À beurre épais. Donc, moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'on pense ça. Alors, c'est pour ça que j'ai engagé un journaliste de Radio-Canada pour qu'il vérifie ce que je dis. Et il est allé voir ma mère. J'ai une maison intergénérationnelle. Ici, en haut, j'ai gardé maman pendant une quinzaine d'années. Il est allé la voir, puis il a mis le magnétophone devant elle. Et maman a décidé de tout raconter. Et je ne serais peut-être pas allé aussi loin, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai non plus. Alors, c'était vraiment ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai vu que maman y allait, je me suis dit pourquoi pas. Et maman me disait, elle disait, Richard, tout le monde pense à ton gain à la loto, tes succès sur disque, tu as une belle maison, tu as une BMW, puis les gens me disent, ah, toi, tu es chanceux, Abel, d'avoir tout ça. Mais ils ne savent pas par quoi tu es passé. Ils ne savent pas ce que tu as dû endurer quand tu étais plus jeune. Puis les gens auraient peut-être une autre opinion de toi s'ils le savaient. Alors, ça va mettre les pendules à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'écrire le livre. Et malheureusement, j'ai des gens de ma famille qui ne me parlent plus parce que papa, au début, a eu des problèmes d'alcool et de drogue et c'était un cocktail qui, chez lui, le rendait monstrueux. En fait, il battait maman et tout ça. Bon. Mais quand papa a décidé de mettre de l'ordre dans sa vie, avec les AA et tout ça, environ les 25 dernières années que j'ai passées avec mon père ont été extraordinaires. Quand on a enlevé la drogue et la boisson et tout ça, je pense que les gens qui sont méchants, des fois, dans le fond d'eux, ils ne le sont pas. Mais c'est des expériences de vie ou ce qu'ils consomment qui peuvent les rendre comme une bête. Mais papa a été apprécié par mes musiciens. On a eu une belle vie dans les 20-25 dernières années de sa vie. Il a même fait partie d'un de mes spectacles en Floride. On a fait une petite tournée ensemble. Il n'avait jamais joué avec des violons. Mon père jouait un peu d'accordéon, pas d'accordéon, de musique à bouche, de l'harmonica. Et papa n'avait jamais joué avec un grand orchestre, avec des violons, tout ça. Puis on avait fait la tournée ensemble. Tout ça pour dire que je ne déteste pas mon père, mais quand on raconte sa vie, on doit raconter les vraies choses. Et malheureusement, ce qu'il a fait au début de notre vie à maman et au reste de la famille, tout ça, bien, ça a été déplorable, ça a été difficile. Et il y a certaines personnes de ma famille qui me disent, on ne fesse pas sur un mort. Papa est décédé. Ils disent, on ne fesse pas sur un mort. Ce n'est pas de fesser sur un mort, c'est de raconter ce qui m'est arrivé. Ou sinon, on n'écrit pas de livre. Et c'est ce que Denis Lévesque a apprécié pour qu'il me consacre l'heure entière. Il a fait ça dernièrement avec un premier ministre. Pour qu'il me consacre l'heure entière à son émission, c'est parce qu'il m'a dit, Richard, je pensais te connaître comme tout le monde, puis on ne te connaît pas. Alors, le livre sert à ça. Alors, voilà. Et oui, mon Dieu, un début très modeste. Écoutez, je raconte dans le livre, on a dû, papa devait se cacher à un moment donné parce qu'il y a des gens qu'on appelle des Shylock qui couraient après lui. Tu sais, on a tout juste se cacher dans une cabane sur le bord d'un lac artificiel dans le bout de Terrebonne. Et c'était une cabane on faisait des patates frites l'été et tout ça, mais c'était condamné l'hiver. On était cachés là-dedans. Il y avait des rats, pas d'eau courante, pas de toilette. C'était... Bon, les filles de Caleb, je pense, qui étaient venues que nous autres, mais c'est ça. Alors, et c'est pour ça que j'écris dans mon livre, Éric, il est peut-être pas bon de souffrir, mais il est bon d'avoir souffert. Parce que ça fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Et l'homme qui apprécie tellement tout ce qui est autour de moi, tout ce que j'ai, mon piano, ma maison et tout ça, je suis à tous les jours, j'apprécie ce que j'ai. J'ai vu des gens qui n'appréciaient plus ce qu'ils avaient. Ils étaient blasés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être les plus vieux d'entre vous, il y avait Coco Douglas. C'était un personnage des années 70, très coloré, tout ça. Puis il m'avait dit un jour, il dit, je suis blasé, Richard. Je n'apprécie plus les choses. Et c'est terrible. Puis je dis, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Avec l'enfance que j'ai eue, je vous assure que ce que j'ai actuellement, je l'apprécie. Voilà. En fait, on a eu la question, moi, puis là-dessus, on se rejoint beaucoup, effectivement. Moi aussi, j'ai pas eu une enfance très facile. Disons que ma famille était très, très pauvre. Et on a eu la question, en fait, de où on peut trouver ton livre. En fait, Richard, est-ce qu'ils peuvent l'acheter directement de ton site Internet? Oui, hein? Ah, bien oui, c'est facile comme ça. Puis ils peuvent avoir en plus une dédicace. Les gens qui me commandent les livres, je leur fais une belle dédicace et puis vous le recevez dans votre boîte à mal. Et puis nous en avons ici. Là, ça fait quelques années qu'il est sorti le livre, donc il n'est pas en librairie partout, en tout cas. Peut-être quelques librairies en ont encore, mais par contre, quand vous allez voir votre libraire, vous le commandez tout simplement. Il va le commander pour vous.
Mais si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez carrément aller sur mon site Internet. Tous les albums que j'ai enregistrés y sont aussi. Et ce qui est le fun, ce qui est plaisant, c'est que les gens peuvent entendre des extraits de tous mes albums. Alors, des fois, avant d'acheter un album, on regardait la pochette, on disait, ah, ça a l'air le fun, ça a l'air bon, ça a l'air beau, je pense que je vais aimer ça. Mais on prenait un risque, on prenait, tu sais. Puis des fois, on arrivait avec des pièces qu'on n'aimait pas. Tu sais. Alors, la façon que j'ai fait mon site web, c'est que les gens peuvent entendre des extraits de toutes les pièces qui sont sur mes albums. Dire oui, j'aime ça ou j'aime pas. Alors, avant d'acheter, ce qui je pense que c'est plaisant, les gens me disent c'est le fun, ça nous aide à nous faire une idée. J'ai plus de 20 albums 20 albums. Mauvaise liaison. C'est dur à dire. Alors, des fois, ils ne savent pas comment faire leur choix. Donc, je dis, ben, allez écoutez ce qui vous tente, ce que vous trouvez beau, ben, puis vous le commandez. Ouais, ben, je l'ai indiqué en passant dans la section de discussion, c'est richardabel.ca. Hein? Mais en fait, le titre de la biographie, c'est Mon histoire en noir et en blanc, avec le sous-titre, donc Richard Abel avec le sous-titre Le clavier de ma vie. Parce que, bien sûr, c'est ça. On a mis le clavier. Vous avez, pourquoi ma vie, mon histoire en noir et blanc? C'est à cause des notes de mon piano qui sont blanches et qui sont noires. Alors, et je disais souvent à la blague, les gens connaissent les touches blanches de ma vie, mais ils ne connaissent pas les touches noires de ma vie. Alors, dans le livre, je les raconte, ces touches noires-là. oui, puis tu racontes dans ton livre, en fait, c'est vraiment fort intéressant que pour un pianiste, tu as commencé quand même tard, mais la raison pour laquelle le piano t'intéressait, c'était ta mère avant tout, hein, c'est ça? Oui. Maman jouait du piano à l'oreille. Et dans cette enfance difficile, lorsque maman, les rares fois qu'elle s'assoyait au piano pour jouer, pour moi, la terre s'arrêtait de tourner. C'était comme un time-out avec toute cette souffrance qu'on vivait. C'était comme un moment de ça arrêtait, ça. On n'y pensait pas. Puis là, c'était beau. Je m'assoyais par terre. Bon, je n'avais pas de jouet, donc mon jouet, je me rappelle une fois, on prenait des soucoupes, puis on faisait semblant que c'était une voiture. On faisait on se promenait, c'était ça mon jouet. Et puis, quand maman commençait à jouer du piano, admettons, bien là, j'arrêtais de faire ça. Je m'assoyais par terre puis j'écoutais. Et la deuxième famille d'accueil dans laquelle j'ai été, on venait de sortir des petits magnétophones. Et j'avais enregistré maman là-dessus. Puis à tous les jours, quand je revenais de l'école, j'allais dans mon petit coin au sous-sol, puis j'écoutais maman jouer du piano. Et c'est elle qui m'a donné le goût. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment ce qui sortait de cet instrument-là était pour moi de la joie, de la paix, du time-out. C'était un moment de bonheur. Et je me suis rendu compte qu'en vieillissant, quand je joue du piano, je rends les gens autour de moi heureux normalement. Et c'est un beau métier, ça, d'avoir un métier qui rend les gens heureux, qui apporte du réconfort, soit par ton travail, Éric, ou les médecins et tout ça. On rend les gens heureux. Sans toi, la musique, en tout cas, je pense à un policier qui donne des contraventions. Il ne rend pas nécessairement les gens heureux en le faisant. OK, il protège les gens et tout ça, je comprends, mais ce n'est pas un travail qui doit être plaisant vraiment tout le temps. Tandis que de jouer de la musique, c'est extraordinaire. Et puis, de voir le bien qu'on fait autour de soi, c'est un sentiment vraiment. Oui, effectivement. Puis en fait, tu as eu la chance à travers ça de vivre des moments fantastiques. Hein. Je sais, tu m'en as beaucoup parlé, ça fait que je suis au courant du fait que tu as, entre autres, tu as joué avec Michel Louvain, tu as fait des tournées, des spectacles avec, même à l'époque, avec Gilda. Tu as parlé d'Alice Robbie tout à l'heure, en fait. Moi, je suis curieux de savoir, si je te demandais laquelle de ces expériences-là t'as le plus marqué, qu'est-ce que tu me dirais? Mais tu vois, tu as nommé les trois principaux artistes qui m'ont apporté le plus. Mes parents ne voulaient pas que je devienne un musicien parce que nous avions dans la famille un musicien alcoolique qui jouait dans les bars de troisième ordre, puis on ne voulait pas que je suive ses traces. Et je le comprends. Et moi, même si j'étais parent d'enfants qui me disent que je m'en irai en musique, je serais craintif. Moi, je n'ai jamais pris de drogue, je n'ai jamais pris de ligne de coke, ces choses-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas autour de moi. Et je suis assez honnête pour dire que si j'avais fumé la cigarette, j'aurais probablement essayé un joint comme bien des musiciens, comme bien du monde. Mais je ne fumais même pas la cigarette. Alors, une fois, j'ai essayé une puff d'un joint, je me suis étouffé, ça m'a brûlé ici dans la gorge. Ah, non, c'est pas pour moi. Alors, moi, j'ai été capable de dire non, mais est-ce que mes enfants l'auraient été capables si j'avais eu des enfants là? Donc, je comprends mes parents qui étaient réticents à ce que je devienne médecin. Donc, je voulais avoir un travail plus sécuritaire et j'étais très fort à l'école en biologie. Comme toi, Éric. D'ailleurs, messieurs, dames, pourquoi je suis si ami avec Éric Simard, c'est qu'il a une carrière que j'aurais aimé faire.
Alors, mes meilleures notes à l'école, dans mon bulletin, c'était la musique et la biologie. Je suis même allé voir comment on appelle, un conseiller là, académique là, pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme métier. Puis ils m'ont passé des tests, puis j'arrivais avec ces cours avec la musique et la médecine. Alors, je me suis mis à étudier la médecine, voulant devenir docteur. Et quand j'ai arrêté les cours de médecine, de sciences médicales et tout ça, et que j'ai bifurqué en musique, mon premier travail professionnel a été pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain. Donc, Michel, ce que j'ai retenu de lui, sa tenue vestimentaire d'abord. Là, ce soir, je m'adresse à des gens. J'étais en jeans tantôt, mais par respect pour les gens auxquels je vais m'adresser, comme quand on va dans un mariage. Moi, j'ai vu des musiciens rock là, en camisole, puis tout, puis moi, mais quand ils sont allés au mariage de leurs copains, par exemple, ils avaient le tuxedo. Ah, hein, on danse ça. Comment ça que là, ça marche, le tuxedo, là? Parce que c'est le respect qu'on a vis-à-vis des autres. Alors, Michel Louvain m'a enseigné ça. Il était toujours, on le sait, c'est légendaire, sa tenue vestimentaire et aussi sa rigueur. Je me rappelle une fois, on était à Wildwood, il était malade, il ne filait pas, puis je lui ai dit dans la répétition de l'après-midi, ben, ce soir, tu peux couper 2-3 tonnes, personne ne va s'en apercevoir. Puis il m'avait répondu, ils ont payé pour voir un show au complet, puis je vais leur faire au complet. Oui, je dis correct, je te disais ça, Michel, parce que tu ne te sens pas bien. Alors, c'est bon. Alors, mais je voyais cette rigueur. Donc, c'est là. Ça, c'est bon. Alice Robbie, Alice, je lui consacre un chapitre complet dans mon livre parce que Alice était malade mentalement. Elle a subi une lobotomie. On lui a enlevé une partie du cerveau. Et puis, elle était instable mentalement et tout ça. Donc, ça a amené des situations difficiles. Mais c'était une grande artiste. Je me rappelle une fois, on s'en allait faire un spécial à Radio-Canada au Petit Champlain, à Québec. Et puis, j'ai arrêté sur le bord de l'autoroute pour la débarquer. Là, je n'étais plus capable d'endurer. Et puis, finalement, on a continué jusqu'à Québec, mais on a fait un spectacle extraordinaire. Alors, tu sais, on était à fleur de peau, mais c'était une grande. Puis quand elle prenait le micro, puis elle prenait la salle. Alors, moi, j'ai appris en les accompagnant, j'ai appris comment faire mon métier. Mais celui ou celle qui m'a apporté le plus dans ma carrière, c'est Gilda. À cause du musical. Ça a été pour moi une grande école. Dans le musical, messieurs, dames, il faut savoir chanter, il faut savoir danser. Je dansais les claquettes, le tap dance. J'ai pris des cours avec un professeur de New York. J'ai mon grade 3. J'étais en train de faire le grade 4 quand j'ai arrêté. Il faut jouer des sketchs, il faut faire des chorégraphies. Alors, c'est une école extraordinaire. Puis dans la revue de Gilda, il fallait faire de tout. Et puis, j'accompagnais Gilda en plus, puis je faisais mes propres numéros. Et ça a été ma plus grande école. C'est là que j'ai vraiment, vraiment appris mon métier. Voilà. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. En fait, c'est intéressant, on a une question, puis c'est justement quelque chose que je trouve intéressant de mentionner parce que, bon, en fait, tu sais, je connais beaucoup de pharmaciens, puis comme par hasard, il y a un des pharmaciens que je connais qui est quand même assez âgé aujourd'hui, qui t'a croisé à l'époque où tu faisais des cours de piano. Ah oui? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande ta formation comme pianiste avec un point d'interrogation. Oui. Bien, je n'ai pas une très grande formation, mais j'ai arrêté parce que je devais travailler. Je n'avais pas d'argent, puis il fallait que je travaille. Que je faisais les pianos bars. Et là, on se couche tard. On commence à se coucher tard avec les pianos bars. Puis j'allais au cégep le lendemain matin. Bon, fait que, rendu à ma deuxième année de cégep, j'ai arrêté. Mais j'étais au cégep Saint-Laurent en musique, qui a une spécialité de musique là. Mais j'ai étudié au cégep avec le pianiste de l'Orchestre symphonique de Montréal qui s'appelait M. Armas Maesté. Et c'était un génie du piano. Et M. Maesté accompagnait aussi des grands artistes, Fernand Gignac à l'époque et tout ça. Puis il m'a dit, Richard, si tu veux avoir du travail, c'est bien que tu fasses les deux, et la musique populaire et la musique classique. Et avec lui, j'ai monté des pièces qui avaient un petit peu des deux là-dedans. Je faisais des pièces populaires, mais il incorporait des passages classiques de concerto puis tout ça pour rendre ça encore plus spectaculaire. Alors, j'ai terminé avec lui, donc je dirais une deuxième année de cégep en musique. Ça s'est arrêté là. Par la suite, bon, c'est sûr, je suis allé à New York, j'ai vu des professeurs là-bas. Et j'ai essayé de parfaire un petit peu, mais je n'ai pas malheureusement de diplôme de baccalauréat en musique. Mais j'ai un baccalauréat de la vie musicale au Québec. Oui, oui, puis en fait, écoute, tout ce que tu as fait avec les albums, t'as même amené à un moment donné à jouer avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. J'ai écouté l'album aussi, que j'aime beaucoup. C'est quand même, c'est vraiment
Pour ceux et celles qui êtes intéressés, là, vous pouvez avoir l'album sur le site internet de M. Abel, richardabel.ca. Mais Richard, parle-nous un petit peu, en fait, de comment ça s'est passé, l'album avec Ben, l'artiste. dans tous les albums que j'ai faits, c'est le seul album classique que j'ai fait. Euh, et c'est- C'était très stressant pour moi, très énervant, parce que de se retrouver avec 56 musiciens tout autour, comment se sentir, je ne sais pas. En tout cas, j'avais mis dans ce projet-là toute la discipline, toute la volonté, tous les sacrifices qu'il fallait pour y arriver. Et je me rappelle que là-bas, à l'hôtel à Prague, la piscine ouvrait à 6h30, puis j'étais là devant la porte pour faire mes 40 longueurs de piscine, puis je mangeais quelque chose de santé, puis tout ça, avant d'arriver au studio. Je voulais là, être au maximum de ma forme, parce que je vais vous raconter une anecdote, par exemple. L'orchestre me coûtait environ 550 de la minute. Pas 550 de l'heure, de la minute. Alors, et c'est moi qui payais. Alors, quand tu as un producteur qui paye pour toi, tu dis, bon, OK, non, non, là. Alors, il fallait être sérieux. Et cet album-là est devenu platine. On m'a donné un Félix, le meilleur album de l'année, je pense. Je pense que j'ai gagné un Félix avec. J'en ai 5. Je pense que c'est un de ceux qui a remporté un Félix. Mais en tout cas, il est devenu platine. Mais moi, quand je suis arrivé au Québec avec mon album En dessous du bras, je dis, les gens vont-ils me suivre dans cette douce folie de faire un album classique quand moi, je suis avant tout un pianiste populaire? Alors, j'avais peur et j'avais peur pour rien parce qu'on l'a vendu plus de 106 000 copies. Puis encore, aujourd'hui, on en vend encore. Quand les gens vont sur mon site et ils voient, ils disent, ah, il a fait un album avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Ça sonne bien, l'orchestre, tout ça. Là. Je suis fier de cet album-là. Mais j'ai travaillé fort en Titi parce que j'ai sorti de ma zone de confort. Alors, ça a été toute une aventure, mais voilà, c'était magnifique. Mais en fait, il y a probablement beaucoup de gens qui se demandent, le grand pianiste, l'homme de musique, qui aime aussi la science, la santé, qu'est-ce qu'il fait de ses hobbies à travers tout ça? Ben, comme tu le sais, Eric, j'aime beaucoup les sports nautiques. Alors, quand je te rends visite chez vous, surtout l'été, toi et moi, on s'encourage pour faire du sport et de faire de la natation. Messieurs, dames, lui, c'est tout un nageur. Vraiment, là, oui, vous devriez le voir, il tourne là, dans la piscine, c'est bon. Et quand je vais le visiter avec sa femme et son fils, nous, souvent, les gars, on est dans la piscine, on nage parce qu'on comprend que c'est important pour la santé. Alors, mais c'est un coureur, c'est un nageur. Mais moi, j'aime faire des sports nautiques. J'ai fait beaucoup de ski nautique dans ma vie, un peu de surf, un peu de tout, du kneeboard. Alors, quand je me retrouve sur l'eau, j'aime ça. J'avais 2 motomarines à un moment donné, je louais un bateau l'été, puis mon Dieu, que j'en ai profité. Ça, c'est une de mes passions. Je dirais aussi les mots croisés, cruciverbiste. Mon Dieu, j'en ai sur la table, je pourrais vous les montrer, j'adore ça. Je ne sais pas si mon copain Jean, je vais montrer aux gens, apporte-moi le mot croisé qui est sur le coin de la table. Je vous dis, moi, tous les soirs, pour me relaxer puis me changer les idées, il y en a qui disent, tu fais des mots croisés pour te reposer, pourtant tu cherches dans les dictionnaires et tout ça, mais non, non, ça me change les idées, tout simplement. Et puis, tu sais, mon Ouais, copain, c'est une passion de longue date dans ton cas. tandis qu'on a attends, je peux te montrer les... Non, je peux avoir l'autre partie. Ça, c'est un petit, ça. Et donc, j'aime bien faire, je suis un cruciverbiste. Merci, cher. Regardez ça. Et je vais vous montrer ça. Je suis fier. Regardez-moi bien ça. Regardez-moi ça. Je fais ça. Plein. On les voit, là. Bon, c'est ça. Alors, je fais ces petits mots croisés-là pour m'amuser. Et c'est une dame de Alma. Éric, tu viens du Lac-Saint-Jean. Une femme de Alma qui s'appelait Alma, qui m'a donné le goût de faire des mots croisés quand j'étais tout petit. À chaque fois que je revenais d'école avec son fils, on rentrait chez elle et puis elle était en train de faire des mots croisés. Puis j'ai vu que c'était vraiment une passion. Et aussi, j'aime écouter des films. Des séries. Alors ça me relaxe aussi. Là, vers minuit, là, je m'installe avec ma doudou, là, puis mon ordinateur, là, puis j'embarque sur Netflix, puis j'écoute plein de séries. Et mon film préféré, j'ai des films cultes que j'aime revoir et revoir. Il y en a un que je dois avoir vu peut-être une vingtaine de fois. Et c'est devenu comme une espèce de rituel. À chaque fois que l'automne arrive, là, on va changer d'heure la semaine prochaine, là, puis là, je pense que ça va être ça, là, bientôt. Quand il y a de la grisaille, là, puis qu'il fait froid, là, avec la petite doudou, le petit feu de foyer, là, j'écoute Le Parrain. Et Le Parrain est considéré comme
le meilleur film ou un des meilleurs films au monde. Si vous allez sur des sites spécialisés dans la matière, vous allez voir que Le Parrain se retrouve au moins dans les 3 premières positions, ne serait-ce que les 5 premières positions. J'ai déjà vu un site qui disait le meilleur film au monde, c'est Le Parrain, puis le deuxième meilleur film au monde, c'est Le Parrain 2. Bon. Mais Le Parrain, encore une fois, pour tous les cinéphiles, c'est un film extraordinaire. Puis il m'arrive des fois de jouer le thème du Parrain. Je ne l'ai jamais enregistré sur disque. Si vous voulez, je peux vous en faire un petit bout. J'aimerais Oui, peut-être oui, en faire. oui, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, ben, on va essayer de savoir. Wow! J'adore ça. Je ne sais pas comment ça C'est sonne génial. sur l'album. C'est sûr que le piano est pas. C'est un instrument qui est percussif. Alors, mais en tout cas, j'espère que ce n'était pas trop difficile pour vos oreilles. Ah non, écoute, c'était super. En passant, les commentaires sont géniaux. Ah, oui. Ah, mais tant mieux. Mais merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. On a quelqu'un de la Belgique en passant. Ah, de la Belgique? On a des gens de l'Ontario aussi. Il y a du monde de vraiment partout. La musique n'a pas de frontière de langue, hein, alors, puis de pays. Alors, Eh la ben, en fait, Belgique. continuons en musique. Je trouve ça intéressant peut-être de mentionner une anecdote, parce qu'on a une drôle d'anecdote ensemble aussi qui a donné lieu à tes 2 derniers albums. C'est que, c'est que quand j'ai connu Richard, en fait, c'est en 2016, hein, c'était à la sortie de ton livre et de mon premier livre. Comme par hasard, on s'est croisés dans le salon du livre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mhm. Ouais. Richard m'a offert quelques-uns de ses albums que j'ai rapportés à la maison. Mon fils, qui à l'époque avait, attendez une minute, je ne voudrais pas me tromper, il avait juste 4 ans. Tabarouette, hein, Ça va il vite, a mis hein? ça, ouais, il a mis ça dans son radio, dans sa chambre, puis ils n'ont jamais ressorti. Et Ouais. je les ai perdus, ouais. Et là, mon fils, en fait, tous les soirs, écoutait de la musique de Richard avant pour aller s'endormir, pour aller se coucher. Fait qu'à un moment donné, nous autres, on avait appris à la maison qu'un tel album, parce que bon, Richard, il joue aussi beaucoup de musiques qui sont très enjouées, qui sont très entraînantes, qui sont. Fait que nous autres, on avait appris qu'il y a des albums que si on approche du genre de la piste 6, là, ben là, il risque de se réveiller parce que ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais dit à Richard, je dit, si tu faisais un album juste de musique douce, en fait, pour la relaxation ou pour endormir les gens, ça pourrait peut-être. Puis là, ben, avec Mhm. la pandémie, hein, donc je te laisse continuer. Oui, c'est ça, parce que pour un artiste, ça sonne toujours drôle de dire tu devrais faire un album pour endormir les gens. Alors, j'ai plu à mes détracteurs quand j'ai dit ça. Puis j'ai dit ça à une animatrice une fois, le parti à rire, elle a dit c'est une autodérision. Ben, je dis là, j'ai fait un album pour endormir les gens, il faut le faire. Mais, mais en côtoyant un biologiste comme Eric et d'autres personnes dans le domaine de la santé, j'ai découvert que la musique était plus qu'un divertissement. C'était aussi la musique, c'était quelque chose qui apportait du bien aux gens. Et pendant la pandémie, moi, j'ai fait 2 albums de berceuse. J'en ai avec moi quand je les ai ici. J'en ai un qui s'appelle Sur les ailes du rêve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, j'en ai fait un deuxième aussi. Et ces albums-là,
C'était destiné pour les enfants. On voit des petits bébés qui dorment dans le piano à queue. Et c'est plutôt les personnes âgées qui se sont mis à acheter mon album pendant la pandémie parce qu'elles souffraient d'anxiété. On ne savait pas où est-ce que le virus s'en allait. On ne savait pas combien de temps on n'était pas être confiné. On ne voyait plus personne, au pire là, des moments. Et les personnes âgées étaient anxieuses, ne voyaient pas leur famille, ne voyaient pas leurs enfants, étaient confinées dans leur chambre. Alors, elles se sont mis à acheter mon album, à le commander par la poste. Puis là, elles recevaient mon album dédicacé, tout ça. Puis parfois, je les appelais, même au téléphone, pour les réconforter un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert que ma musique pouvait faire aussi du bien et les aider. Alors, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit j'ai arrêté mes médicaments pour dormir ou des médicaments pour le stress, tout ça, et je vais avec des produits naturels puis un peu de musique. Et M. Abel, je m'endors en écoutant votre disque. Et il faut dire que mes albums de berceuse ont été calibrés de façon à ce que toutes les pièces aient le même volume. Comme tu disais tantôt, Éric, on ne voulait pas que le bébé se réveille au bout de la 7e toune parce que là, ça part avec. Alors, toutes les pièces sont douces, douces, douces. Et c'est incroyable les commentaires que j'ai eus de gens qui m'ont dit que ma musique leur a fait du bien pendant la pandémie. Alors, et je continue à en vendre encore. Mais il y a des gens qui me disent oh, ben là, ma soeur, sa fille, elle vient d'accoucher, puis là, ben, ils offrent mes berceuses en Ben cadeau à des oui, gens qui accouchent ben comme ça. oui, quelle idée fantastique, honnêtement, là. Moi, Et là, mais je je vous le la dis, blague. mon fils Ouais. tombe en amour. Mais si on veut qu'un enfant tombe en amour avec la musique, puis que c'est autre chose que du boum-boum qu'on entend, ça, il va le connaître de toute façon. On peut essayer d'y faire connaître quelque chose d'un peu plus raffiné. Moi, je trouve ça, c'est Ben oui, génial. pour dormir. Il y a des professeurs qui utilisent ma musique aussi pour calmer les élèves en entrant dans le cours. Je mets 5 minutes de ta musique, là, ça les calme un peu, ils viennent d'aller courir dehors, tout ça. Elle a dit là, après ça, je prépare leur cerveau à accepter ce que je vais leur livrer comme connaissance et tout ça. J'ai vu Oui. des salons d'ostéopathie ou de chiro qui mettent cette musique-là au début pour calmer les gens quand ils arrivent. Là. Tu sais, ça fait différent. Alors, je ne pensais pas que mes albums, je ne pensais pas que ton idée de faire des albums de berceuse, Éric, fonctionnerait autant que ça, mais j'ai fait des émissions de radio aussi pour en parler. J'ai vu qu'il y avait des cardiologues qui prescrivaient à leurs patients d'écouter de la musique douce. Puis ils ont vu que la tension artérielle baissait, que les rythmes cardiaques étaient plus réguliers. Et même pour ceux qui ont eu des opérations, qui ont eu des infarctus. Alors, je me suis rendu compte que la musique était plus qu'un divertissement. Alors, ces deux albums-là de berceuse, ben, j'espère, messieurs, dames, que ceux qui en ont besoin, ben, que ça vous apporte du bien. Ah, ben, je vous le rappelle en passant à tous, là, richardabel.ca, vous pouvez regarder les différents albums, vous pouvez en écouter justement des extraits de chacun des albums. Richard, en fait, les berceuses, nous en ferais-tu une, s'il te plaît? Ah oui, ben, j'en ai composé deux sur l'album. Il y en a une qui s'appelle Berceuse d'enfants. Ben, ouais, je peux vous en faire un petit bout.
Wow, merci Richard. Plaisir. On a quelques questions. Bon, on avait un commentaire sur le fait, en fait, que la musique peut même aider à faire, à favoriser la méditation. Ça va de soi. Ça nous oblige aussi, quand on apprécie quelque chose très profondément, ça nous oblige à s'arrêter sur le moment présent. Fait que c'est sûr que ça a un gros impact. Hein, et ça peut, bien sûr, faciliter la méditation. On a des questions. Je trouve ça intéressant. Deux facettes différentes, là. Une, est-ce que tu apprends les morceaux que tu joues par cœur avant de les jouer? Oui, autant que possible, surtout en spectacle, parce que je ne veux pas me badrer d'avoir à lire. Tout ça. La seule exception, c'est quand je fais des pièces de Noël, des spectacles de Noël, parce que je joue ces pièces-là pendant un mois de temps seulement et j'ai 11 mois pour les oublier. Alors, à chaque Noël qui revient, il y a certaines pièces de Noël que parfois je ne sais pas par cœur, donc je me permets d'avoir quelques feuilles de musique pour les concerts de Noël, mais ou si j'accompagne quelqu'un, par exemple. Mais quand je fais mon spectacle régulier, comme j'en fais un actuellement, là, qui s'appelle Hommage aux plus grands artistes de tous les temps, et, euh, et je vais vous en parler peut-être un petit peu plus tard parce que j'ai une artiste invitée dans mon spectacle cette année qui est toute nouvelle. On vient d'apprendre la nouvelle. Et là, à ce moment-là, je joue mes pièces par cœur, effectivement. C'est parce qu'on a. C'est comme, comment je vous dirais, réciter un poème en le lisant ou le réciter par cœur, je trouve qu'on peut plus l'interpréter quand on le possède bien. Alors, mes interprétations sont meilleures lorsque mes pièces sont apprises par cœur. Ah, c'est bien ça. Et il y avait une autre question par rapport à l'activité physique, parce que tantôt on a mentionné qu'on faisait de la natation tous Mhm. les deux. Euh, on avait une question, que fais-tu pour être en forme en plus de la natation, de la méditation, relaxation, philosophie de vie? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, hein, c'est un peu de tout. On vise un peu la perfection sans y arriver vraiment. Mais pour me mettre en forme, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. Donc, le sport, surtout l'été, parce que j'aime surtout nager. J'ai commencé à prendre des marches. Effectivement, quand il commence à faire froid, tu sais, là, ben, je fais des grandes marches. Puis quand je retourne en Floride au mois de février, ben là, je suis devant la mer. Donc, et là, j'en profite, je nage à tous les jours, deux, même trois fois par jour. Puis je ne vous dis pas me tremper dans l'eau. J'ai mon comptage, je fais mes longueurs de piscine. Des fois, je monte jusqu'à 100 longueurs. J'ai déjà fait 120 longueurs. Chez Eric, hein, des fois, je me rends jusqu'à 100 longueurs dans ta petite piscine. Ça. Alors, ça, c'est pour me mettre en forme. Bien manger le plus possible. J'ai un défaut. Comme je vous dis, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, presque pas d'alcool, mais c'est le sucre que je veux un jour arriver à diminuer de façon importante. Mais j'aime les desserts. Là. J'ai une bonne tarte aux pommes, non, fraises et rhubarbe. Là. Et puis là, je la sens qu'elle m'appelle sur le comptoir. Là, fait que je vais en prendre tantôt. Mais j'essaie de bien manger. Et je ne veux pas faire c'est pas parce qu'Éric est là. Je prends des bons produits naturels, de santé naturelle. Pour moi, je sais qu'Éric met dans ses produits toute la qualité qu'il se doit. Alors moi, je suis un fan de ces produits Vitoli. J'en consomme beaucoup. J'ai 6 bouteilles. Mais vu que j'ai un ami qui est propriétaire de Vitoli, fait que j'ai des bons prix pour mes bouteilles. Mais et je les prends régulièrement, surtout pour dormir, stress et anxiété avant un concert. Et puis, pour avoir de la mémoire et tout ça, je prends de la santé cognitive. Bon, alors, c'est important. Je prends des produits naturels beaucoup aussi. Et ce que vous disiez tantôt, la bonne humeur, messieurs, dames. Je suis un gars qui aime rire. Éric peut le confirmer. C'est toujours une blague, attends pas l'autre. Et puis, jamais rire. Quand j'arrive chez lui, là, puis que je vois sa femme et tout ça, puis là, je raconte ma petite blague. Quand je vais à la pharmacie en face, là, les caissières le savent, je raconte ma petite blague. Les gens m'entendent rire parce que probablement que ça vient de mon enfance qui a été malheureuse parce qu'il y avait de la chicane, des pleurs, des cris, tout ça. On a dit que je voulais compenser par quand j'entends des gens rire. Même dans mon spectacle, j'ai quelques petites histoires pour amuser les gens. Alors, le côté positif. Vous avez devant vous un homme extrêmement positif qui essaie de voir tout ce qu'il y a de beau autour de lui au lieu de voir les défauts. Quand je rencontre une personne, je connais des gens, moi, c'est les défauts qu'ils voient en premier. Puis moi, je regarde ce qu'ils ont de beau, comme même les traits, même leur talent, leur personnalité, je trouve. Je vais chercher ce qu'il y a de beau chez les gens. Et si vous saviez, messieurs, dames, comment ça nous aide
à rester jeune. Je pense que je m'émerveille encore comme un enfant devant la beauté des choses sous toutes ses formes. Ouais. En fait, tu es quelqu'un, Richard, qui met en application l'ensemble des facettes, en fait, que j'explique aux gens pour la longévité en santé, y compris la qualité de la vie sociale. Il y en a plein que tu n'as pas mentionné. En fait, Ouais. Richard est quelqu'un qui invite des amis à la maison, qui accorde beaucoup d'importance à l'amitié, même des choses. Hein. Des fois, c'est des détails qui nous montrent à quel point quelqu'un peut accorder de l'importance à l'amitié. Euh, à un moment donné, même, on se parlait au téléphone, tu as senti que j'allais pas bien, qu'il y avait quelque chose. 5 minutes après, il était chez moi, en fait, avec son auto. Puis il dit, Eric, j'ai l'impression que, il dit, je sais pas si je vois juste, là, mais il dit, je suis venu voir, je passais dans le secteur. Il dit, c'est là qu'on voit à quel point on accorde de l'importance. Hein? Et je l'apprécie beaucoup, Richard. Ben, mais tu es quelqu'un de qualité, tu es un gars intelligent, qui a les valeurs à bonne place, qui fait du bien autour de lui, qui est extrêmement généreux. Vous savez comment il est généreux envers les gens, tout ça. Alors, c'est moi, tu me disais tantôt que tu étais content d'être mon ami, c'est plutôt moi qui c'est un honneur d'être ton ami. Ah, Voilà. Voilà. en passant, il y a quelqu'un qui demande quelle est la relation avec Vivre Jeune en musique et en santé. En fait, c'est qu'il faut savoir que quand je fais une fois par saison toute la programmation des événements de la saison qui suit, comme là, je m'apprête à faire la programmation des événements du début de 2022, et on a fait ensemble des émissions de télévision que vous trouvez sur la page Facebook Vivre Jeune en musique et en santé, une page Facebook. Vous allez trouver 4 émissions de télévision qu'on a fait qui devaient donner lieu en fait à une série d'émissions. On devait en faire à toutes les années ou 2 saisons même par année peut-être, qui ont été cancellées à cause de la pandémie. Et là, depuis le début de la pandémie, qu'on reporte en fait bon l'enregistrement des prochaines émissions, mais ça va avoir lieu. Fait que dans le fond, il y a un gros roulement de tambour. Là, ça fait 1 an et demi qu'on roule du tambour finalement pour vous annoncer quand est-ce que les nouvelles émissions vont être disponibles, mais ça s'en vient. Je peux vous dire, ça s'en vient. Donc, j'aurais espéré qu'on puisse vous l'annoncer, comme par exemple pour janvier, mais ça ne sera probablement pas possible encore, là, ça me surprendrait. Mais ça s'en vient, il va y avoir d'autres émissions de Vivre Jeune en musique et en santé. Mais je vous dirais aussi que j'ai été pianiste dans une émission à TVA qui s'appelle La Victoire de l'amour. J'ai fait 51 émissions avec Sœur Angèle et tout ça et toute l'équipe. Et eux, il y avait de la musique dans l'émission pour attirer les gens. La musique attire les gens. Et vous vous promenez dans le Vieux-Montréal, vous entendez de la musique, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez voir ce qui se passe. La musique attire les gens. Donc, on m'avait demandé de m'occuper du volet de musique dans cette émission-là religieuse et on y parlait de religion. Alors, j'ai pris la même idée, le même concept, mais au lieu de parler de religion, Éric et moi, on parle de santé. Donc, la musique est là pour attirer les gens, pour faire une pause, parce que je pense que la musique, c'est agréable. Et on fait un peu comme on fait là. Et ensuite, bien, on parle de santé. Je questionne Dr. Simard sur plein d'enjeux médicaux ou de santé. Et puis, il répond parce qu'il y a des connaissances dans ce sujet-là qui sont importantes. Et puis, je trouve que ça fait des émissions originales. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Oui, tout à fait. Richard, on a une demande spéciale. Je ne sais pas si tu pourrais nous la jouer, mais on a une dame qui se fait 2 fois qu'elle nous la demande, là. Dolan, je ne suis pas sûr comment on prononce ça, mais Dolan. De la neige, Mélodie. Ah, mon, ça fait trop longtemps que je l'ai joué. Je ne me rappelle pas, mais je sais que là, c'est. Voilà, un petit mot. Hey, il devrait la rejouer, cette pièce-là. Elle est belle. Ah, c'est beau. Vous me donnez le goût pour de la refaire en spectacle. Oui, ben parlons de spectacle, justement, parce que bon, il est déjà, écoute, il nous reste 10 minutes, là, il est déjà 8h moins 10. Tu voulais nous annoncer, puis écoute, je suis heureux de l'annoncer, puis je vais être là. Il faut que je sois là aussi. Je vais être dans la salle. Donc, vas-y, Richard, je te laisse nous l'expliquer. Il y a quelques années, à peu près une dizaine d'années, j'avais un invité spécial à mon spectacle qui s'appelait Corneliu de Star Academy.
Je l'ai amené, Corneliu, pendant au moins 4 ans dans toutes les grandes salles de spectacle du Québec et même en Inde et même aux États-Unis. Et d'avoir un invité spécial dans mon spectacle, ça apportait du nouveau, ça apportait un petit plus. J'ai voulu récidiver cette année avec une autre artiste, une grande artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Claudette Dion, la sœur de Céline. Et Claudette, j'étais avec elle, on a répété hier toute la journée. Et puis, c'est tellement simple, cette personne-là. Elle dit, Richard, là, on était 14 enfants. Fait qu'à nous autres, des chichis, là, on n'avait pas le temps d'en faire. Et elle me racontait, il y avait 16 paires de bottes devant la porte l'hiver. Tu sais, c'était, voyons, donc 14 enfants plus les 2 parents. Puis elle me racontait comment ils faisaient la vaisselle, puis les tâches qui étaient. Et je trouve que c'est une femme qui est grounded, c'est une femme qui est terre à terre, puis une femme qui ne fait pas de chichi. Alors, je me suis dit, ça serait parfait pour faire une tournée avec elle. Elle a accepté d'être mon artiste invité. Donc, notre premier spectacle, d'ailleurs, ça va être mon premier spectacle depuis la pandémie, c'est dans une petite localité tout près de Louisville qui s'appelle Sainte-Ursule. Alors, c'est un petit peu avant d'arriver à Trois-Rivières, c'est à 15 minutes de Trois-Rivières. Une petite localité, mais ils ont une magnifique salle paroissiale. Mon Dieu, c'est grand, ça contient au-dessus de 300 personnes. Une grande scène qui peut accueillir jusqu'à 20 musiciens. Et puis, donc, Claudette et moi, nous allons faire nos débuts ensemble. Ça va être un spectacle de Noël. Et puis, quand vous voulez savoir les spectacles que je donne, c'est sur mon site web qu'on a mentionné tantôt, richardhabel.ca. Et puis, les spectacles en Floride commencent à se booker. Elle va faire partie de mes spectacles en Floride également. Et puis, je vous annonce, ben, tiens, il faut l'annoncer, ben, c'est pas signé, mais presque. 99,9 % des chances qu'il va y avoir mon retour au Casino de Montréal pour la Fête des Mères, dans le bout de la Fête des Mères, en tout cas. Et je serai à la salle Albert Rousseau, probablement de Québec, aussi, dans le bout de la Fête des Mères, avec Claudette Dion comme invité spécial, qui va faire un hommage à Édith Piaf. Vous savez qu'elle a fait un spectacle à l'Olympia de Paris, Claudette Dion, à l'Olympia de Paris, un grand hommage à Édith Piaf. Alors, on fait quelques pièces au piano, elle et moi. On va se payer une belle traite. Hier, on pratiquait des pièces, des chansons de Noël et tout ça. Et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve. On n'a jamais fait de la scène ensemble. Alors, ça va se passer à Sainte-Ursule, tout près de Trois-Rivières, de Louisville. C'était à peine 10 minutes de Louisville. Et puis, j'ai bien hâte. C'est le 27 novembre prochain à 20 h. Donc, et j'ai hâte. Si tu savais, Éric, comme j'ai hâte de réentendre les applaudissements des gens. Ça me rend ému j'en suis ému quand je parle de ça. De voir leur rire, d'entendre leur rire, de les entendre chanter quand je joue des pièces, de les entendre chanter, tout ça. Alors, ça m'a tellement manqué. Si vous saviez comment vos rires, vos applaudissements m'ont manqué, votre présence. Alors, j'ai hâte au 27 novembre. Ça va être mon premier spectacle depuis la pandémie. Ah, c'est de la magie, Richard. J'ai eu l'occasion d'assister souvent, en fait, à tes spectacles, mais en plus, j'ai eu l'occasion de te voir jouer dans des conférences qu'on a données, dont à Québec, là, il devait y avoir 250, 300 personnes. C'était plein. C'est la réaction des gens, c'est de voir le sourire sur leur visage, c'est extraordinaire. En parlant, passant d'extraordinaire, tu as eu tout un paquet de commentaires élogieux, là. Puis il y a quelques questions. Ouais. Il y a quelques questions. Il y a quelqu'un, parce que tu l'as mentionné, le casino, ça va être à Montréal, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait si tu allais venir à Montréal. Tu vois, oui, le casino, ça va être à Montréal. Donc, à Montréal, j'ai même le casino du Lac-Lémy, là, dans l'Outaouais, aussi le 7 avril prochain. Alors, j'ai hâte que les concerts reprennent. Ça va être vraiment intéressant. Mais tu ne sais pas, par exemple, pour les autres endroits où vous allez peut-être vous produire, ça, tu ne le sais pas déjà, ça va. On ne sait pas encore, ça sera en 2022, mais imaginez-vous que je suis sur le point de signer une entente avec le producteur de Michel Louvain, qui s'appelle M. Martin Leclerc, un grand producteur ici au Québec, qui fait bien les choses, m'a-t-on dit. Alors, il veut me prendre sur son aile, donc j'imagine qu'on devra faire une belle tournée pour 2022, aller visiter plein de villes dans le Québec. Mais pour l'instant, je n'ai pas de date encore. Mais tout ça est sur mon site web. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je l'annonce sur Facebook. Et puis, mais tous mes spectacles seront inscrits sur mon site web. Et puis, on va en parler sûrement, on va probablement faire des émissions de télé, Claudette et moi et tout ça. Mais ça vient de se signer, là, ça va se signer demain matin, mais l'entente est faite. Donc, on est en train de l'annoncer, on est en train de scooper la nouvelle. Ben oui, c'est ça. Ben, pourquoi pas.
Et puis, voilà. Mais mon Dieu, merci de vous. Vous savez, un artiste ne peut pas exister sans le public. Et puis, de vous voir si sympathique. J'ai tellement hâte de vous revoir. J'ai hâte de vous revoir. Ça se peut pas. Puis de vous faire rire, là, dernièrement. Parce que j'ai travaillé quand j'étais plus jeune avec Tigus et Timos. Et j'étais leur pianiste, ça, puis Gilda aussi. J'ai appris tellement de blagues. Et je me rappelle un jour, je travaillais au Casino de Montréal et puis je partageais la loge avec Claude Blanchard. Moi, je faisais les spectacles le jour, lui le soir, puis on avait la même loge. Nous avions la même loge. Alors, et puis quand je rencontrais Claude Blanchard ou Gilles Latulippe, je disais, hey, compte-moi en don une. Puis, tu sais, je me rappelle Gilles Latulippe, puis il dit, tantôt, l'autre jour, j'ai vu une poule qui avait un élastique. Puis le lendemain, elle a pondu 3 fois le même œuf. C'était des blagues de burlesque. Puis moi, ça me fait rire, j'aime rire. Puis c'est bon pour la santé, Eric, hein, rire. Ah oui, c'est très, très bon pour la santé. Bon, on a beaucoup de plaisir à le faire ensemble. Même tout à l'heure, on s'est parlé au téléphone, puis on était mort de rire. Là. Ah, oui. Pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer parce que ça ne se dit pas en nombre. Mais merci beaucoup, en fait, Richard. Est-ce que je pourrais te demander de nous jouer quelque chose, en fait, en terminant? Est-ce que tu peux nous improviser quelque chose? Est-ce qu'il y a une pièce que tu pourrais nous faire? Ah, ben, pourquoi pas, tiens. Ah, merci, c'est génial. Ça fait plaisir. Ce piano-là, c'est une BMW, ça, messieurs, dames. Ça, Ah, c'est génial. C'est génial. De l'entendre, de l'entendre sur place, c'est encore mieux. Ah oui, ben, c'est parce que je me sens un peu tout nu sans mes musiciens. Je me déplace rarement sans mes 7, 8 musiciens, mes violonistes, trompettes, saxophones. Alors, j'ai toujours une gang qui m'accompagne. Quand je joue tout seul, ça fait drôle, mais c'est correct. C'est correct aussi. Ah oui, c'était déjà magique. Merci beaucoup, Richard. Dans mon, C'était vraiment un grand plaisir. Dans mon spectacle de Noël, je vais faire, entre autres, le Jingle Bell, le fameux Vive le vent. Je vais faire ça en boogie-woogie. Et puis, avec les musiciens, les trompettes, là, ça fait... On va s'amuser. On va s'amuser. Ah, c'est génial, c'est fantastique. On a encore plein de bons commentaires, dont une personne en Belgique qui nous dit que là-bas, il est tard. Ah oui, c'est vrai, ben oui. 6 heures. Oui, à 6 heures de décalage, c'est vrai qu'il commence à être tard pas mal. Je suis allé en Belgique enregistrer un album à Bruxelles et ça a été une belle... J'avais fait un album pour Reader's Digest World, Monde, et j'avais fait un album avec un guitariste belge aussi, et Francis Goya, et tous les deux piano-guitare avec un orchestre de 17 musiciens. Et puis, j'avais beaucoup apprécié mon voyage à Bruxelles, effectivement. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ça doit arrêter à 8 heures juste, Éric, ou si on répondait. Bon, on n'est pas obligé d'arrêter. C'est que normalement, on a prévu 1 heure. C'est que on essaie
Mais il y a encore beaucoup de remerciements. On avait une autre demande pour une pièce, ma pièce préférée pour terminer, Lorraine de Charny. Ah non, Ah ok, c'est sa pièce, c'est celle que tu jouais. Ah oui, ah oui, Lorraine, c'est une grande, grande femme. Elle m'écrit souvent et puis quand je peux lui répondre, je le fais. Puis c'est le genre de femme, justement, à qui on sent que la musique fait du bien, plus que du bien. Elle a dit moi, ça me tient en vie, j'ai besoin de ça, puis fait qu'on se sent utile. Tu sais, ouais. Lorraine, je t'adore, je t'envoie des bisous. On a même quelqu'un qui nous dit que sa commande est déjà passée, hein. Quelqu'un Ah qui a oui? marqué, ouais, ouais. Ça doit être la personne qui m'a marqué qu'elle allait acheter ta biographie. Il y a quelqu'un qui a marqué plus haut, parce que là, il pose tellement de questions que le fil Ben est. oui. Mais il y a quelqu'un qui avait écrit qu'elle adorait les biographies, justement, qui avait l'intention de l'acheter. Puis plus loin, j'ai un message qui dit la commande est déjà passée. Ah, ben, c'est bien. Ah, les Ah. parapluies de Cherbourg, ouais. Ah, j'ai jamais fait cette pièce-là, mais Michel Legrand, c'est de la grande musique, ça. Les Moulins de mon cœur aussi. Ta la 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 la, ta la li la 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 la. C'est des pièces que j'ai toujours rêvé de jouer, mais vous savez, il y en a des milliers, des milliers, des milliers de pièces. Et je pense que je n'aurais pas assez de 5 vies pour toutes les enregistrer, toutes celles que j'ai voulu. Mais les Parapluies de Cherbourg, je les écoute dans ma voiture, j'écoute cette musique-là. On a quelqu'un qui demande de garder un morceau de tarte, là. C'est Madame Grenier. Madame Grenier, un morceau de tarte. Mais c'est drôle, Éric, tu me dis ça. Les gens, des fois, m'apportent des petits cadeaux en spectacle et tout ça. Et j'ai déjà reçu des tartes au sucre, des trucs comme ça, ou du ketchup aux fruits. Puis, parce que j'avais dit une fois en entrevue, j'aime les choses qui sont faites maison, là, tu sais, que les gens ont mis leur amour dedans, coupé alors les ketchup aux fruits. Tout ça. Puis je m'arrive en cadeau, des fois en spectacle, les gens m'apportent des pots de ça. Puis je trouve ça. Je mange ça pendant toute l'année. Là, puis, je Ah! pense. Ah, ce qu'écoutez, le message est passé, là. Sainte-Ursule, le 27 novembre, on apporte de la tarte, des confitures. Une fois en Floride, il y a une femme, j'avais dit en entrevue, j'ai dit, je m'ennuie de manger un bon pâté chinois. Elle est arrivée au spectacle avec un pâté chinois. Elle dit, tiens, en finissant ton spectacle ce soir, en tournant chez vous, tu mangeras du bon pâté chinois. Les musiciens riaient. Ben, ça m'a fait autant plaisir que si quelqu'un m'avait donné une bouteille de vin. On a des commentaires, des gens qui disent qu'on est très sympathique. On a quelqu'un qui demande si tu vas retourner en Belgique. Mais probablement que tu vas nous dire que on le sait pas encore. Non, c'est ça. Ben, j'aimerais ça. Mais mon Dieu, invitez-moi. Ça me fera plaisir d'y aller. Mais non, c'est ça. Il ne s'est pas prévu encore dans la tournée, effectivement. Mais je voudrais vous remercier, messieurs, dames. Sans vous, un artiste n'existe pas vraiment. Et vos commentaires, vous savez comme ça me touche. Moi, il y a des grands artistes qui ont une équipe qui lit leurs courriels. Mais dans mon cas, c'est pour ça que ça prend du temps parfois à répondre, c'est que je lis tous les courriels que je reçois et tous les messages Facebook que je lis. Puis des fois, je fais juste un petit j'aime parce que j'en ai mal à la main de répondre. Tu sais, mais je fais un j'aime. Quand je vous fais un j'aime, c'est parce que je veux vous dire que j'ai lu vos commentaires. Tu sais. Et puis, à mon anniversaire, là, la dernière fois, j'en ai reçu un petit peu plus que 2000. Et puis, ça m'a pris 1 mois et demi à répondre à tout le monde. Au décès de ma mère est décédée, ça fait 1 an et demi. Là. Et puis, c'était pendant la pandémie, tout ça, et j'ai reçu aussi, au funérailles, j'ai reçu au-dessus de 2000 messages. Mais je les lis tous. Alors, parce que, par respect pour les gens qui m'écrivent. Ouais, effectivement. Ah, ben, c'est bien. Ben, merci encore, en fait, hein, pour ce beau moment, Richard. Écoute, c'était fantastique, hein, d'avoir l'occasion de parler de ta carrière. C'est toujours extraordinaire. J'adore toujours encore, en fait, redécouvrir tes albums. Il faut le dire, j'en ai toujours dans mon auto. Et puis, bon, ceux qui sont dans la maison sont dans la chambre de mon fils. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce sera bien sûr un plaisir de te revoir bientôt. Je vais être à Sainte-Ursule, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça fait que j'invite tout le monde, hein, à visiter le site internet richardabel.ca. Vous allez avoir la biographie, vous allez avoir les albums, et vous allez avoir aussi les dates des prochains spectacles. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont s'ajouter au cours de la prochaine année, vous allez avoir aussi là la planification des prochains spectacles. Alors, je souhaite de tout cœur, Eric, qu'on puisse reprendre nos émissions de télévision que nous faisions ensemble. Et messieurs, dames, on négocie très fort là, pour que ça se fasse le plus tôt possible. Et cette fois-ci, quand je ferai des émissions avec Eric, j'aurai mes musiciens avec moi. On veut parce que ça me manque de jouer tout seul comme ça. Alors, on prépare des belles émissions. C'est en préparation. C'est juste qu'on devait enregistrer cet été. Ça ne s'est pas passé.
On devait enregistrer là, au mois de novembre. Je ne sais pas si ça va se faire, mais on vous promet qu'il va y avoir des émissions qui vont avoir lieu. Puis on vous retrouve bientôt, j'espère. Merci à tous. Bonne fin de soirée. À bientôt, j'espère.